Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Paris, nous sommes au Grand Palais éphémère et pour le forum Bois Construction 2021. Avec moi, monsieur Philippe Croisier, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte, Atelier du Pont. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'agence rapidement ? Alors, Atelier du Pont, c'est une agence qui a plus de bientôt 25 ans d'existence, voilà, qui a été fondée à Troyes au début avec Anne-Cécile Comard et Stéphane Pertusier, qui n'est plus avec nous et qui est décédé. Enfin, je sais pas si... Oui, j'étais au courant. Ouais, en fait. voilà. On n'en a pas parlé, mais... Voilà. Et donc, une agence qui était donc dirigée par Anne-Cécile Comard et moi-même, Philippe Croisier. Donc, une des particularités de notre agence, c'est qu'on est à la fois architecte et architecte d'intérieur. On a la chance d'intervenir sur des projets où on peut proposer un design global, c'est-à-dire le bâtiment, mais aussi la manière dont on le vit et la manière dont on l'aménage. Voilà, et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs aujourd'hui avec le bâtiment de la RATP, enfin le nouveau siège de la RATP, c'est ça ? Le nouveau siège de RATP Habitat, qui est le bailleur social de la RATP, oui. Voilà, et ça se passe à Paris, dans le 20e arrondissement. Oui, c'est très proche de la Porte des Lilas, c'est entre le boulevard Davout et la rue de Bagnolet. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce bâtiment, déjà dans l'approche globale, enfin, veut dire dans la parcelle, qu'est-ce que vous trouvez en arrivant et qu'est-ce que vous allez en faire ? Alors, il s'agit d'un concours qu'on a gagné il y a 4 ans, qui était une démolition-reconstruction de leur ancien siège. C'est un bâtiment en cœur d'îlot, un bâtiment qui datait des années 80, qui était plus adapté en fait à l'évolution de leur métier, où il manquait de place et manquait d'espace suffisamment souple. Et la question qui nous a été posée, c'est comment on fait pour démolir ce bâtiment tout en gardant le parking en sous-sol, puisque lui, il fonctionnait bien, et construire un nouveau siège qui permette à la fois de s'inscrire dans son époque et d'anticiper l'avenir, puisqu'il y avait une demande forte de RATP Habitat pour leur nouveau siège de changer leur manière de travailler. Changer leur manière de travailler. Est-ce qu'il y avait également une demande, on va dire, au plan environnemental ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils étaient partis sur quelque chose de performant ? Oui, bien sûr, il y avait toute une série de labels qu'il fallait obtenir dans le cadre du concours, puisqu'on est c'est un bâtiment qui est certifié BREEAM Very Good, qui est E2C1, et qui est conforme à la RT 2012, moins 20%, je crois. Voilà, donc une exigence assez forte, on va dire. Il y a le plan climat à Paris également qui intervient pour ce type de projet. Expliquez-nous comment vous avez travaillé et comment le bois arrive dans la conception. Alors, on est dans un contexte un peu particulier puisque c'est un cœur d'îlot accessible uniquement par un porche qui est assez bas. Donc en fait, on avait une contrainte technique d'accessibilité au service pour le secours en fait du bâtiment, et on avait parallèlement la volonté de RATP Habitat d'avoir des espaces de travail qui soient le plus souple possible dans leur fonctionnement. Et donc nous, on a traduit cette nécessité de souplesse par la nécessité d'avoir des grands espaces de travail de plein pied. Puisque le bâtiment qu'ils avaient avant était assez étriqué avec des espaces un peu compliqués. Fort de ces deux constats, on a proposé en fait un bâtiment qui occupe la totalité de la parcelle, ce qui nous permet de ne pas monter trop haut, d'avoir des grands plateaux facilement aménageables dans plusieurs configurations. Et donc l'idée ensuite, à partir de cette hypothèse de départ, a été de comment on retrouve la place quelque part qu'on a perdue au sol en toiture. C'est ça, c'est-à-dire qu'on utilise la totalité de la parcelle, mais on réfléchit à comment la toiture peut devenir du sol, entre guillemets. Exactement. Alors on n'utilise pas la totalité parce qu'on a quand même des règles d'espace libre et de pleine terre à respecter, mais disons qu'on a un bâtiment dont les plus grands plateaux font jusqu'à plus de 40 mètres de profondeur dans les deux directions. Et donc en fait, on est parti sur une trame générique posée sur la trame du parking existant, une trame générique avec ces grands plateaux qui sont percés de 3 patios qui permettent d'éclairer et de ventiler naturellement les espaces de travail. Voilà, parce que le fait d'avoir ce parking en dessous vous oblige en quelque sorte à respecter une certaine trame. Alors on n'était pas obligé. Mais c'est un choix. Voilà, il y avait l'idée d'une économie de moyens. Il y a un parking en infra, en béton qui était de bonne facture, qui fonctionne très bien. Il nous a semblé malin, dans l'idée d'avoir des plateaux assez modulables, de proposer une trame générique qui se cale sur la trame du parking et ce qui nous permet en fait de limiter au maximum les reprises en sous-œuvre.
Alors, sur les modes constructifs cette fois-ci. Alors les modes constructifs, nous on était plutôt... La volonté de départ, c'était... il y avait deux choses. On voulait d'abord être en filière sèche, parce il y a un problème d'impact. C'est un chantier qui est en cœur d'îlot, avec pas mal de voisins autour. Et donc on s'est dit qu'il fallait que le chantier soit rapide et le moins bruyant possible. Et puis il y avait la volonté de s'inscrire dans la démarche d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'apporter notre pierre à l'édifice, je dirais, en proposant des matériaux décarbonés, en recherchant des matériaux biosourcés. Qu'en tant qu'architecte, on se doit aussi d'aller dans cette direction-là. D'aller dans cette direction, d'apporter ça. Ouais. Donc on est sur un système poteau-poutre, lamellé collé, c'est ça? Voilà, donc on est très vite arrivé à une solution bois, donc un système de poteau-poutre en lamellé collé qui se cale donc sur la structure du parking. Et puis on avait dans un premier temps étudié des planchers bois, c'est-à-dire qu'on avait déjà l'expérience du siège de Santé publique France où on avait pu réaliser des planchers en CLT avec une chape béton connectée. On était parti plutôt sur cette hypothèse-là pour ce projet-là. Et puis en fait, comme c'est un projet où on a des jardins sur le toit avec des très fortes épaisseurs de terre et donc des très grosses surcharges, on a dû abandonner parce que ça nécessitait trop de renforts. Et ce qu'on gagnait d'un côté, on le perdait de l'autre, puis ça nous forçait à monter plus haut que ce qu'on voulait pour rester dans des espaces ouverts à l'intérieur. Et donc on s'est orienté vers une solution de dalle béton, mais en prédalle, avec un système quand même de préfabrication qui permettait d'avoir moins d'impact. Voilà, un système de mixité des matériaux, voilà. Hein, toujours de la préfa. Mais en gros, bon, c'est une formule un peu éculée aujourd'hui, mais je l'ai utilisée tout à l'heure, mais je la réutilise maintenant. C'est le bon matériau au bon endroit, c'est ça? Oui, on n'est pas... on choisit vraiment en fonction du projet et non pas en fonction de dire je vais faire tout bois ou tout béton. Oui, nous, on a toujours travaillé avec beaucoup de matériaux différents, beaucoup de métal aussi. On n'est pas dans l'opposition, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément le bois contre le béton qu'on entend beaucoup actuellement. Il ne s'agit pas d'opposer en fait les modes constructifs, mais plutôt de les associer pour trouver les bonnes solutions, comme vous dites, au bon endroit. Voilà, et là la bonne solution, c'était le poteau-poutre lamellé collé, et ensuite le plateau, enfin les prédales béton, les prédales béton voilà, pour les planchers. Ils sont connectés en fait au système de structure. Voilà. L'enveloppe après? Alors l'enveloppe, c'est une façade rideau du commerce entre guillemets, mais qui est très performante puisque c'est un système de triple vitrage respirant avec des occultations intégrées dans En fait, c'est un double vitrage avec un troisième vitrage respirant et entre les deux, un store à lame qui permet de moduler les apports solaires. Voilà, c'est ça. Parce qu'on n'a pas parlé d'exposition, hein, mais j'imagine qu'il y a un travail qui est fait aussi sur la lumière, parce que comme c'est des grands plateaux, j'imagine que les patios suffisent à éclairer. Comment ça se passe? On a fait une étude d'éclairement classique, hein, et en fait, on est assez bien exposé puisque en fait on a tout un noyau technique qui est sur la façade nord, donc là où on ne prend pas de lumière puisqu'on est contre le voisin. Et ensuite les trois autres façades, donc on est est, ouest et sud, et on se retire de la limite sud pour dégager des terrasses et prendre des vues par rapport aux voisins. Voilà, c'est une bonne exposition. Les trois patios nous permettent, alors comme le bâtiment est en gradin, il y a des patios qui sont sur un niveau, il y en a un qui est sur un niveau, l'autre sur deux niveaux, et le troisième qui était sur trois niveaux, qui était un patio à l'origine, qu'on a transformé en atrium pour conserver l'apport de lumière naturelle. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le toit maintenant? Sur la cinquième façade. Voilà, donc ce qu'on voit là, par exemple. Toute l'idée, c'était de retrouver sur le toit la place qu'on avait perdue au sol. C'était l'idée aussi dans la manière d'accompagner la maîtrise d'ouvrage à changer sa manière de travailler, d'aborder le travail, de proposer aussi à l'extérieur des espaces qui puissent servir bien sûr à l'heure du déjeuner, à l'heure des différentes pauses, mais qui puissent aussi devenir des espaces de travail. Donc on leur a installé des petites serres sur le toit, on ne voit pas là, mais qui peuvent servir à l'intersaison pour faire un coin abrité. Et puis là, ils ont commencé à prendre possession des lieux. Le projet vient d'être livré, hein, donc les plantations, là c'est plutôt bien planté. Ça, c'est une image du concours. Et après, on voit sur les autres images, on est juste en fin de livraison là. Voilà, donc ça c'est une image. On voit commence à voir des gens qui s'installent sur le toit. Qui s'installent, et puis vous avez des petites serres là-bas qui permettront, quand il fait moche, d'aller se
se mettre à l'abri, mais ces espaces-là, là-bas, qui sont couverts, ils sont équipés de prises de courant, RJ45, tout ce qu'il faut pour travailler. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un continuum comme ça entre l'intérieur et l'extérieur, mais aussi entre les niveaux. Tous les espaces sont très ouverts. Et on a fait comme ça une grande promenade qui monte sur le toit et qui arrive jusqu'à un jardin où il y a quasiment 1 mètre de terre sur le toit, où on va avoir une association locale qui s'appelle Veni Verdi, qui va gérer en fait cette toiture en potager pour le quartier. Donc là, vous avez travaillé, on a compris, sur l'ensemble du bâtiment, hein, le dur, on va dire, et puis l'intérieur, avec les propositions de nouveaux aménagements. Comment c'est reçu, d'une manière générale, ces nouveaux aménagements aujourd'hui dans des entreprises qui sont quand même assez anciennes, qui ont des habitudes, et puis comment le bois est reçu également? Alors, le bois est très bien reçu. Il y a un côté chaleureux qui est vraiment agréable. Et là, on a une adhésion qui est assez facile des gens qui travaillent. Sur la modification des espaces de travail, ça se passe plutôt très bien si c'est anticipé à l'avance. Et c'est ce qu'on a essayé de faire en fait avec la maîtrise d'ouvrage, parce qu'on a organisé des ateliers de travail avec les différentes équipes pour les accompagner dans ce changement. On a fait des ateliers de macro-zoning pour répartir les services, de micro-zoning pour définir dans chaque service les besoins spécifiques. Et puis on est allé comme ça jusqu'à l'agencement des espaces et le choix du mobilier. Et donc on a essayé d'avoir des ambiances qui soient très domestiques, chaleureuses. Donc le bois, on l'a bien sûr beaucoup utilisé, même sur les parquets intérieurs. Et puis je dirais que dans le choix du mobilier même, on a défini des gammes assez étendues et joué sur des traitements différents, des piétements, des assises, pour avoir une homogénéité d'ensemble et puis en même temps une certaine variété qui donne l'impression d'être un peu comme chez soi. Voilà, l'idée c'était un peu comme chez soi au travail. Voilà. Et comme on est au travail chez soi maintenant, comment on fait alors? Non, mais l'idée c'est que passer une journée de travail, c'est pas forcément de 9h à 18h sur la même chaise, au même endroit. On est plus dans la journée, on a des missions qui varient au cours de la journée. On a une humeur personnelle qui change au cours de la journée, de la fatigue. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est de démultiplier les possibles pour les salariés. Mais ce que je vois quand même à chaque fois avec une ambiance bois, hein. On garde le bois. Ça c'est important. On en a le fait de travailler dans un environnement où il y a du bois. Disons que c'est important. Disons, en tout cas, on y est sensible. On y est sensible. Voilà, il y a la chaleur du matériau, il y a ses qualités. C'est un matériau qui est vivant, qui a des défauts. Voilà, c'est ces petites choses qui donnent un sentiment d'appartenance quand on est à l'intérieur. Alors, on arrive un petit peu au terme de notre échange. Je vais vous demander une forme de conclusion, mais avec une question. Qu'est-ce que vous avez appris de ce bâtiment, vous, par rapport au bois, vous, en tant qu'architecte? Disons qu'on a un peu confirmé les premières expériences qu'on a eues j'en parlais du siège de Santé publique France qu'on a livré un an avant. Ce qu'on pensait, nous, c'était arriver à faire du tout bois, c'est-à-dire à faire aussi des planchers en bois, ce qui nous semblait après tout une attitude... Une forme de logique. Hein. Une sorte de logique, une sorte de radicalité. Après tout, on fait un bâtiment en bois, on y va complètement. Et donc là, ce qu'on a appris, c'est à s'adapter au contexte et trouver vraiment la solution qui soit adaptée avec des mixités de solutions constructives. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de religion. Hein, on est quand même, le contexte joue beaucoup par rapport à l'utilisation de certains matériaux. Oui. Là, il y avait vraiment, entre les surcharges et les problèmes d'étanchéité, des réglementations, on était vraiment... on a changé notre fusil d'épaule sans aucun état d'âme. Hein. Ce n'était pas du tout un choix économique, mais plutôt un choix constructif. Choix constructif. Écoutez, merci. Merci d'être venu nous parler donc, du bâtiment de la RATP qui se trouve dans le 20e arrondissement à Paris. Alors, je ne sais pas si on peut y accéder finalement, puisque c'est fermé, hein, c'est ça? Alors le porche, il y a une grille au porche, mais elle est parfois ouverte, on peut aller jeter un œil. Mais il y a un petit square juste avant, c'est au 158 rue de Bagnolet, et juste avant, il y a un square public d'où on peut voir le bâtiment. Merci beaucoup. C'est donc une émission à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont France Bois Forêt et bien sûr le forum Bois Construction. Merci à vous.